juin 2025, un simple clic a raccourci le trajet de la valeur africaine. Pendant des décennies, chaque échange régional passait par des routes lointaines, coûteuses et lentes. Soudain, 10, 9 pays ont compris mes délais et frictions visibles. Que signifie pour vous ce basculement discret lorsque des voix comme celle d'Ibrahim Traoré interrogent ouvertement la souveraineté économique du continent? En quelques secondes désormais, la valeur circule autrement et les rapports de force commencent à bouger. Cette analyse poursuit un objectif précis: expliquer pourquoi un changement d'infrastructure apparemment technique peut produire des effets politiques et économiques durables. L'intérêt pour le public est clair: moins de coûts, plus de contrôle, davantage de prévisibilité. Mais derrière ce bénéfice immédiat se cache un enjeu plus profond, souvent sous-estimé, celui de la capacité d'un continent à retenir la valeur qu'il crée. Pendant près de 80 ans, le commerce intra-africain a reposé sur un compromis silencieux. Les acteurs acceptaient des frais élevés et des délais longs, en échange d'une stabilité perçue héritée d'infrastructures extérieures. Ce compromis a façonné les marges des entreprises, influencé les politiques monétaires et limité l'intégration régionale. Le rompre ne signifie pas seulement optimiser un système existant. Cela ouvre une zone d'incertitude stratégique. L'enjeu réel n'est donc pas de savoir si le nouveau réseau fonctionne, mais ce qu'il rend possible. Intégration renforcée ou simple ajustement, autonomie progressive ou dépendance réaménagée. C'est cette frontière, étroite mais décisive, que la suite va éclairer. En quelques semaines, des économies potentielles de plusieurs milliards ont été identifiées, tandis que les délais de règlement sont passés de plusieurs jours à quelques secondes. Cette compression du temps financier n'est pas marginale. Elle modifie immédiatement la circulation de la liquidité et la lecture des risques. Pour mesurer la portée de cette mini-révélation, il faut revenir au mécanisme longtemps considéré comme normal. Chaque transaction intra-africaine suivait une trajectoire indirecte quittant le continent pour être compensée ailleurs avant de revenir, alourdie de frais et d'expositions monétaires. Cette architecture, héritée d'un autre âge, rendait invisibles des pertes cumulées, tout en offrant à des acteurs extérieurs une vision complète des flux. Le contrôle de la monnaie impliquait alors le contrôle de l'information, et donc d'une part du pouvoir économique. Les chocs récents ont fissuré cet équilibre. La pandémie a étiré les délais. Les tensions géopolitiques ont accru la volatilité des devises dominantes. Les petites et moyennes entreprises, premières exposées, ont vu leurs marges se contracter sans levier correctif. Progressivement, les banques centrales africaines ont reformulé une question simple: pourquoi financer les échanges régionaux via des routes qui échappent au contrôle local? C'est dans ces débats techniques, souvent discrets, qu'une ambition plus large a pris forme. Si la souveraineté politique peut être défendue sur la scène publique, pourquoi la souveraineté financière resterait-elle hors de portée? Le nom d'Ibrahim Traoré apparaît alors comme un repère symbolique, non pour un rôle opérationnel, mais parce qu'il incarne cette interrogation partagée sur l'autonomie réelle et ses conditions concrètes. Le réseau activé en 2025 ne surgit donc pas de nulle part. Il est l'aboutissement logique d'un doute accumulé transformé en décision collective. Les protocoles ont été testés, les nœuds synchronisés, les banques préparées à se connecter. À mesure que les essais s'enchaînaient, une certitude s'est imposée: le système fonctionnait rapidement et lisiblement. La question devient dès lors incontournable: que se passe-t-il lorsque la valeur cesse enfin de prendre la sortie par défaut et commence à circuler là où elle est produite? Pour saisir les premiers effets concrets, il faut quitter les déclarations et suivre ceux qui vivent au plus près des flux. Un négociant de café éthiopien sert ici de fil conducteur. Avant 2025, ces paiements transfrontaliers mettaient parfois jusqu'à 5 jours à se stabiliser. Les frais s'accumulaient, la volatilité monétaire s'invitait,
et chaque contrat intégrait une marge d'incertitude qu'il répercutait sur ses prix. Les premières semaines d'utilisation du nouveau réseau ont changé ce rythme. Les règlements se sont effectués en quelques secondes. La visibilité sur la trésorerie s'est améliorée, permettant d'anticiper plutôt que de subir. Ce décalage temporel, minime en apparence, a produit un effet immédiat. Sécuriser des volumes plus ambitieux sans augmenter l'exposition au risque. Le gain n'est pas seulement financier, il est opérationnel, car la planification redevient possible. Un second cas, observé lors d'un pilote entre le Malawi et la Zambie, confirme la dynamique. Des commerçants transfrontaliers, longtemps freinés par des marges étroites, ont pu régler des transactions locales avec des frais nettement réduits. Cette différence, modeste prise isolément, a suffi à augmenter la fréquence des échanges et à stabiliser les approvisionnements. Là où l'irrégularité dominait, une forme de continuité s'installe. Ces récits BEC révèlent un point commun. Le changement d'infrastructure se traduit d'abord par un changement de comportement. Les acteurs n'attendent plus. Ils planifient autrement. Ils prennent des décisions avec des données plus fiables et des délais maîtrisés. Quand le temps cesse d'être un obstacle, l'intégration devient praticable. Avant, les signaux d'alerte s'accumulaient sans débouché clair. Les banques centrales africaines constataient une hausse brutale des frais de compensation après la pandémie, tandis que les délais s'allongeaient et que les entreprises signalaient des perturbations répétées. Après, une prise de conscience s'impose. La dépendance opérationnelle aux circuits extérieurs n'est plus seulement coûteuse, elle devient un risque systémique. Ce renversement intellectuel constitue le véritable déclencheur. La phase suivante se joue hors caméra. Des réunions techniques s'ouvrent au Caire, à Lagos, à Accra. Gouverneurs, ingénieurs financiers et régulateurs passent au crible les rails de paiement existants, les couches de règlement et les passerelles numériques. À chaque session, le même constat revient, formulé avec des mots différents. L'Afrique finance ses propres échanges via des routes qu'elle ne contrôle pas. Cette répétition accélère la coordination. Des groupes de travail se structurent, les premières briques d'une architecture commune apparaissent, ligne de code après ligne de code. L'activation se prépare sans annonce publique. Les protocoles sont testés. Les nœuds de banque centrale sont synchronisés. Les banques commerciales locales se préparent à se connecter. À mesure que les essais s'enchaînent, une certitude se forme. Le système est rapide, lisible et suffisamment robuste pour passer à l'échelle. Surtout, il élimine le détour obligatoire par les devises dominantes, réduisant une exposition longtemps considérée comme inévitable. Juin 2025 marque alors la bascule. 19 pays activent simultanément le réseau. Les premiers paiements tests traversent l'infrastructure en temps réel, sans conversion forcée et sans visibilité extérieure. Dans une salle de conférence à Abuja, les tableaux de bord s'actualisent en continu. Chaque confirmation de transaction déclenche une réaction inhabituelle pour un événement financier. Des applaudissements. Pour beaucoup de participants, c'est la première fois que des flux intra-africains circulent sans quitter le continent. Les répliques apparaissent presque immédiatement. Des banques au Kenya, au Ghana et au Sénégal signalent une hausse des volumes internes. Les commerçants transfrontaliers testent le système sur des opérations réelles. Les chaînes d'approvisionnement raccourcissent car l'attente disparaît. Les petites entreprises, auparavant exclues par les coûts, entrent dans le jeu. L'abstraction technique devient une réalité économique quotidienne. C'est à ce stade que la dimension politique s'invite dans l'analyse. Dans l'espace public, certains observateurs rapprochent ce geste technique des discours sur l'autonomie africaine portés par des figures comme Ibrahim Traoré. Non parce qu'il serait à l'origine du réseau, mais parce que son nom symbolise une question désormais centrale. Jusqu'où un continent peut-il aller lorsqu'il décide de réduire une dépendance héritée plutôt que de l'aménager? La séquence apparaît alors dans toute sa clarté.
un déclencheur économique, une montée technique silencieuse, puis des répliques visibles sur le terrain. À partir de là, le débat change de nature. Il ne s'agit plus de savoir si le système existe, mais quelles ondes il va continuer de produire et à quel rythme elles redessineront les échanges régionaux. Avant l'activation du nouveau réseau, le coût moyen d'une transaction intra-africaine absorbait une part élevée de la valeur échangée. Après juin 2025, dans les premiers corridors testés, ce coût chute brutalement à un niveau résiduel. Ce passage d'environ 15% à moins de 3% ne relève pas d'une optimisation graduelle, mais d'un changement structurel. Il redéfinit immédiatement les marges et déplace la frontière de ce qui devient économiquement viable. Le premier indicateur concerne précisément ces frais. Lorsque la ponction atteignait de tels niveaux, chaque échange régional devait intégrer une pénalité invisible. Les entreprises compensaient par des prix plus élevés, des volumes plus faibles ou une exposition accrue au risque. En réduisant cette charge, le système libère une valeur qui restait auparavant captée par des intermédiaires extérieurs. Autrement dit, l'argent ne change pas seulement de chemin, il change de destination finale. La baisse des frais agit comme un multiplicateur silencieux sur les échanges existants. Le deuxième indicateur touche au délai de règlement. Le modèle précédent imposait une attente de 3 à 5 jours avant qu'un paiement soit définitivement stabilisé. Cette inertie immobilisait du capital opérationnel, fragilisait les chaînes d'approvisionnement et compliquait la planification. Avec le nouveau réseau, les règlements s'effectuent en quelques secondes. Ce gain de temps a une traduction concrète. Il améliore la prévisibilité des flux de trésorerie et permet d'enchaîner les opérations sans rupture. Le temps, longtemps perdu dans les circuits financiers internationaux, redevient une ressource productive et mesurable. Le troisième ensemble de données concerne la visibilité informationnelle. Dans l'ancien système, chaque transaction laissait une trace hébergée hors du continent, créant une asymétrie durable entre ceux qui produisaient les flux et ceux qui les observaient. Désormais, les données sont traitées par des institutions africaines. Cette relocalisation modifie la capacité d'analyse des banques centrales qui peuvent identifier les corridors dynamiques, anticiper les tensions de liquidité et ajuster leurs instruments avec une précision nouvelle. La donnée cesse d'être un sous-produit, elle devient un levier de pilotage. Pris ensemble, ces trois indicateurs racontent la même histoire. Les coûts baissent fortement, les délais disparaissent, la visibilité revient. Il ne s'agit pas d'une amélioration marginale, mais d'un renversement de logique. La valeur circule plus vite, reste plus longtemps dans l'écosystème local et est observée par ceux qui en dépendent directement. Les comportements suivent ces incitations. Les entreprises élargissent leurs échanges, les banques locales augmentent les volumes internes, et les chaînes d'approvisionnement gagnent en continuité. C'est dans ce contexte que les discours sur l'autonomie économique trouvent un ancrage concret. Lorsque des figures publiques comme Ibrahim Traoré évoquent la souveraineté financière, ces propos s'appuient désormais sur des métriques observables plutôt que sur des intentions abstraites. La souveraineté ne se mesure plus seulement en déclarations, mais en secondes gagnées, en pourcentages économisés et en données maîtrisées. La question centrale devient alors simple et exigeante. Ces gains mesurés sont-ils suffisants pour modifier durablement les équilibres établis ou ne constituent-ils qu'une fenêtre d'opportunité à consolider avant qu'elle ne se referme? Deux lectures solides s'opposent autour du nouveau réseau, chacune reposant sur une logique cohérente et des contraintes réelles. La première, défendue par des économistes attachés à la stabilité monétaire globale, voit dans l'initiative une modernisation technique nécessaire mais limitée. Selon eux, tant que les réserves des banques centrales africaines demeurent majoritairement libellées en devises dominantes, l'autonomie restera partielle. Les chocs externes continueront d'influencer les équilibres locaux
et l'intégration régionale ne pourra pas s'affranchir complètement des cycles financiers mondiaux. Réduire les frictions opérationnelles ne suffirait donc pas à transformer une dépendance structurelle construite sur plusieurs décennies. La seconde lecture défend une thèse inverse tout aussi rigoureuse. Pour ses partisans, la souveraineté économique ne se conquiert pas par un geste unique, mais par l'accumulation d'infrastructures qui ancrent progressivement la valeur à l'intérieur du continent. La capacité à régler des transactions sans passer par des institutions extérieures constitue déjà un changement de régime. Chaque paiement instantané, chaque corridor activé renforce un espace commercial plus cohérent et plus résilient. L'enjeu n'est pas la disparition immédiate des devises dominantes, mais la réduction progressive de leur rôle opérationnel au quotidien. Pris isolément, ces deux arguments tiennent. La prudence rappelle des contraintes réelles, notamment la profondeur des marchés financiers internationaux et la gestion des réserves. L'ambition, elle, met en avant une dynamique cumulative souvent sous-estimée, où les effets apparaissent avant même que les équilibres globaux ne basculent. Ce qui les départage, ce sont les premiers résultats observables. La baisse marquée des frais dans les corridors pilotes, la disparition des délais de règlement et l'amélioration de la trésorerie des entreprises ne relèvent pas de projections théoriques. Elles produisent déjà des effets mesurables sur les comportements économiques. Les petites et moyennes entreprises élargissent leurs échanges. Les banques locales augmentent les volumes internes. Les chaînes d'approvisionnement gagnent en continuité et en prévisibilité. Ces faits n'annulent pas les risques structurels, mais ils fragilisent l'idée d'un impact marginal. Ils montrent qu'une infrastructure peut modifier des incitations avant même de transformer les rapports de force globaux. C'est dans cet espace intermédiaire, entre prudence et ambition, que s'inscrit désormais le débat, souvent relayé dans l'espace public par des figures comme Ibrahim Traoré. La question n'est plus de savoir si le réseau fonctionne, mais jusqu'où ces effets cumulés peuvent aller. La visibilité change de camp. Ce point médian ne tient pas à une nouvelle fonctionnalité, mais à un effet longtemps secondaire. Lorsque la valeur circule sans détour extérieur, ce ne sont pas seulement les coûts qui baissent, c'est la lecture du système qui se transforme. Les autorités monétaires observent désormais les flux là où ils naissent et non après filtrage. Cette inversion paraît abstraite, pourtant elle modifie la capacité d'anticipation et de décision. Un épisode précis éclaire ce basculement. Une transaction multinationale de matières premières, réglée intégralement en monnaie locale, franchit un seuil symbolique. Elle prouve que le réseau ne se limite plus aux tests ni aux petits de volume. À cet instant, l'infrastructure cesse d'être perçue comme un outil régional expérimental et devient un précédent opérationnel. Le commerce stratégique peut, lui aussi, s'affranchir des circuits habituels. La conséquence est immédiate et cumulative. Les acteurs extérieurs ne perdent pas seulement des frais, ils perdent une partie de la visibilité qui accompagnait leur rôle central. Chaque transaction locale renforce l'autonomie informationnelle du continent et affaiblit la dépendance à des centres d'observation lointains. Dans les débats de public, le nom d'Ibrahim Traoré revient alors comme un symbole, non pour une implication directe, mais parce qu'il incarne une idée désormais tangible. La souveraineté ne se limite pas au discours, elle s'exerce par des architectures concrètes. À partir de ce point, la question cesse d'être technique, elle devient stratégique. Les effets du nouveau réseau ne restent pas cantonnés au tableau de bord technique. Ils se diffusent déjà à 4 niveaux distincts, chacun révélant une transformation qui dépasse les flux monétaires et modifie des comportements ancrés de longue date. Pour les États, l'impact le plus immédiat concerne la stabilisation opérationnelle. En réduisant l'exposition quotidienne aux fluctuations des devises dominantes, plusieurs banques centrales disposent d'une marge d'ajustement accrue. La politique monétaire gagne en finesse car les données transactionnelles sont désormais complètes, locales
et continue. Cette visibilité permet d'anticiper plus tôt les tensions de liquidité et d'ajuster les instruments sans dépendre de signaux externes retardés. La souveraineté cesse ici d'être une abstraction politique. Elle prend la forme d'une capacité technique mesurable qui renforce la crédibilité des décisions publiques. Pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes, la transformation est tangible et rapide. Les règlements quasi instantanés réduisent l'immobilisation du capital et améliorent la trésorerie. Les contrats régionaux deviennent plus prévisibles, car les frais ne varient plus fortement pendant la fenêtre de règlement. Cette stabilité favorise l'expansion vers des marchés proches autrefois jugés trop risqués. Dans l'agroalimentaire, le textile ou la logistique, des échanges auparavant marginaux gagnent en viabilité économique. Les corridors commerciaux s'épaississent, non par subvention, mais par alignement d'incitation. Au niveau des populations, les effets sont plus diffus mais cumulatifs. La baisse des coûts de transfert et la fluidité accrue des paiements transfrontaliers améliorent l'inclusion financière. Les travailleurs migrants, les commerçants informels et les ménages dépendants de flux réguliers voient une part plus importante de la valeur leur parvenir effectivement. Les plateformes de paiement locales interconnectées au réseau deviennent des interfaces du quotidien. L'argent circule plus vite, ce qui renforce la résilience face aux chocs et facilite l'accès à des services financiers jusque-là hors de portée. À l'échelle régionale et internationale, l'effet est stratégique. Les acteurs financiers extérieurs constatent une diminution progressive de leur visibilité sur les flux intra-africains. Cette perte les incite à réagir en baissant certains frais ou en modernisant leurs offres pour rester compétitifs. Parallèlement, d'autres régions du Sud global observent l'expérience africaine comme un laboratoire. L'idée qu'un continent puisse régler ses échanges sans centre unique de validation modifie la perception des rapports de force établis. Pris ensemble, ces impacts montrent que l'infrastructure agit comme un multiplicateur. Elle ne crée pas la valeur à elle seule, mais elle change la manière dont elle est conservée, observée et redistribuée. C'est dans ce contexte que des figures publiques comme Ibrahim Traoré sont souvent dévoquées, non pour leur rôle opérationnel, mais parce qu'elles symbolisent une autonomie désormais appuyée sur des mécanismes concrets. La promesse initiale devient lisible. Lorsque la technique s'aligne avec la souveraineté, les effets dépassent largement le cadre financier. À l'horizon des 12 prochains mois, l'évolution du réseau peut suivre plusieurs trajectoires plausibles. Chacune éclaire des risques distincts et des opportunités concrètes, sans supposer de rupture spectaculaire ni de stabilité garantie. Dans un scénario de base, l'extension se fait de manière progressive et ciblée. Les corridors s'élargissent là où les infrastructures bancaires sont déjà stabilisées et les pays membres harmonisent leurs protocoles opérationnels. Les banques locales améliorent les interfaces destinées aux PME, ce qui entraîne une hausse régulière des volumes sans emballement. Les acteurs internationaux observent et ajustent leurs offres, réduisant certaines frictions pour rester compétitifs. Le changement demeure discret mais durable. La dépendance quotidienne diminue par, par accumulation, transaction après transaction, sans confrontation ouverte ni effet d'annonce. Dans un scénario plus optimiste, l'effet de réseau s'amplifie rapidement. De nouveaux États rejoignent la plateforme et synchronisent leurs systèmes, élargissant les corridors stratégiques. La combinaison de cours réduits et de règlements rapides attire des investissements régionaux, tandis que certaines organisations multilatérales soutiennent l'initiative comme démonstration de résilience opérationnelle. Des standards techniques émergent et commencent à être observés au-delà du continent. Le commerce intra-africain gagne en densité et l'Afrique devient un espace d'innovation financière reconnu.
La dynamique devient auto-renforçante. Chaque nouveau participant accroît la valeur du système pour les autres. Dans un scénario plus contraint, la montée en puissance suscite des réactions plus marquées. Des offres concurrentes subventionnées, des pressions réglementaires ou des limites technologiques ralentissent l'adoption. À l'intérieur du continent, certaines capacités institutionnelles peinent à suivre, générant des interruptions temporaires ou des retards de coordination. Le progrès se fait alors par à-coups, alternant avancée et pause. Le réseau continue d'exister, mais sa trajectoire devient moins lisible à court terme. Ces scénarios ne s'excluent pas mutuellement. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les régions et les secteurs. La clé d'analyse n'est pas de prédire un résultat unique, mais d'identifier les signaux faibles qui indiquent vers quelle trajectoire le système est en train de glisser. Une recommandation de méthode s'impose. Observez moins les annonces que les usages réels, moins les promesses que les volumes et moins les intentions que la continuité opérationnelle. À ce stade, la transformation ne concerne plus uniquement les institutions ou les analystes. Elle commence à toucher différemment chaque groupe poissonnier, selon sa position dans l'économie et ses contraintes quotidiennes. Comprendre ces résonances permet de mesurer ce qui change réellement, au-delà des graphiques et des annonces. Pour les professionnels des administrations, des banques et des organismes de régulation, l'effet principal réside dans la qualité de l'information. Disposer de données locales, continues et non filtrées améliore la prise de décision. Les tensions de liquidité sont détectées plus tôt. Les instruments peuvent être ajustés avec davantage de précision. Une pratique utile consiste à suivre régulièrement les flux régionaux pour anticiper les besoins, plutôt que de réagir dans l'urgence à des signaux tardifs. Pour les entrepreneurs, commerçants et producteurs, l'impact est plus immédiat. Les règlements rapides réduisent l'incertitude et libèrent du capital auparavant immobilisé. Tester un nouveau corridor commercial devient moins risqué, car les sont prévisibles et les délais maîtrisés. Une approche prudente mais efficace consiste à observer les échanges émergents, là où la baisse des frictions transforme soudain un marché marginal en opportunité viable. Pour le grand public, les effets sont souvent indirects mais cumulatifs. La diminution des coûts de transfert et la fluidité accrue des paiements transfrontaliers renforcent la résilience financière des ménages. Les services numériques locaux gagnent en importance, devenant des points d'entrée vers l'inclusion financière. S'y intéresser permet de mieux comprendre comment une infrastructure abstraite se traduit dans l'usage concret et quotidien. Ces trois niveaux révèlent une même réalité. Le système ne bouleverse pas tout d'un coup, mais il déplace progressivement les repères. L'adaptation ne passe pas par des gestes pas spectaculaires, mais par une attention nouvelle portée aux flux, aux délais et aux signaux faibles qui dessinent l'économie de demain. À mesure que le réseau s'installe, la question centrale devient opérationnelle. Comment transformer une innovation fonctionnelle en architecture durable? Cette transition exige une feuille de route claire où chaque acteur connaît son rôle, son horizon temporel et les critères d'évaluation. La première étape concerne le renforcement des capacités techniques des banques centrales. Il s'agit de consolider les nœuds de synchronisation, d'assurer la continuité de service et de réduire les interruptions à un niveau résiduel. Le succès se mesure simplement: stabilité trimestrielle accrue et fiabilité perçue par les banques commerciales connectées. La deuxième étape vise l'extension ciblée des corridors prioritaires. Les gouvernements identifient des secteurs où la baisse des coûts produit un effet multiplicateur immédiat, comme l'agroalimentaire ou la logistique régionale. L'indicateur clé n'est pas l'annonce de nouveaux corridors, mais l'augmentation régulière des volumes réglés localement, signe d'une adoption réelle. La troisième étape porte sur l'intégration des plateformes de détail. Pour que particuliers et PME utilisent le système sans friction,
Les interfaces doivent être harmonisées et intuitives. Le critère décisif reste le temps de règlement, qui doit demeurer suffisamment court pour être perçu comme un avantage concret et non comme une promesse abstraite. Vient ensuite la gouvernance et la cybersécurité. Des protocoles communs de surveillance, d'audit et de réponse aux incidents sont indispensables pour maintenir la confiance. La performance se juge à la rapidité de résolution et à la transparence des processus. Enfin, la valorisation des données locales complète l'ensemble. Les informations transactionnelles doivent guider les politiques publiques et nourrir les débats sur l'autonomie économique. À ce stade, lorsque des figures publiques comme Ibrahim Traoré évoquent la souveraineté, celle-ci ne relève plus du symbole. Elle devient mesurable, pilotable et perfectible, ancrée dans des pratiques quotidiennes. Revenir aux premiers témoins du changement permet d'en saisir la portée humaine. Le négociant de café, autrefois suspendu à des délais imprévisibles, voit désormais ses règlements se confirmer presque instantanément. Ce geste banal, répété semaine après semaine, incarne un basculement que les graphiques traduisent imparfaitement. Le temps, longtemps subi, redevient maîtrisable. Ce détail rejoint une dynamique plus large. Lorsque les acteurs économiques n'attendent plus, ils planifient. Lorsqu'ils planifient, ils investissent. Et lorsqu'ils investissent, les échanges cessent d'être défensifs pour devenir constructifs. Cette chaîne, invisible au premier regard, explique pourquoi une infrastructure technique peut produire un effet émotionnel durable. Elle redonne de la confiance là où dominait l'incertitude. Dans l'espace public, des voix comme celle d'Ibrahim Traoré résonnent précisément parce qu'elles mettent des mots sur ce que ces pratiques quotidiennes révèlent. La souveraineté ne se proclame pas, elle s'exerce. Elle s'inscrit dans des routines, des outils et des décisions collectives qui, mis bout à bout, déplacent les lignes sans fracas. Le motif initial revient alors avec plus de clarté. Le clic discret de 2025 n'était pas un simple raccourci technique. Il marquait le moment où un continent a recommencé à tracer sa propre carte économique, non par rupture spectaculaire, mais par accumulation de gestes maîtrisés. Une phrase s'impose, simple et directe. Reprendre le contrôle du temps, c'est déjà reprendre une part du pouvoir. À ce stade, l'enjeu n'est plus de célébrer une architecture technique ni d'en faire un symbole figé. Il consiste à la comprendre, à l'utiliser et à l'améliorer dans la durée. Une infrastructure silencieuse ne produit ses effets que si elle est habitée collectivement par des institutions, des entreprises et des citoyens qui en font un outil ordinaire plutôt qu'une exception. Pour les observateurs, suivre l'évolution des corridors et des usages permet de distinguer les tendances de fond du simple bruit. Pour les praticiens, partager des retours d'expérience contribue à renforcer la cohérence du système et à corriger ses fragilités. Pour le public, s'informer sur la manière dont la valeur circule aide à relier des choix quotidiens à des dynamiques économiques plus larges. Chacun, à son niveau, participe à la solidité de ce qui se met en place. Cette transition rappelle une idée simple. Les routes financières façonnent les relations autant que les routes physiques. Lorsqu'elles changent, les équilibres suivent, parfois sans annonce spectaculaire, mais avec des effets durables. La question ouverte n'est donc pas seulement économique ou politique, elle est collective. Selon vous, comment cette nouvelle manière de faire circuler la valeur pourrait-elle transformer durablement les relations économiques du continent dans les années à venir?